Bonjour, c'est Guy et je suis là pour vous parler de ma série préférée. Alors bonjour à tous, donc nous revoici pour la partie 2 du pré-bilan de la saison 3 de Twin Peaks, où sans trop de préparation, nous essayons de nous préparer psychologiquement justement au final de la saison 3, qui est déjà dans quelques jours. Alors moi je viens de voir l'épisode 16, mais pas Carlos, donc il va falloir que j'évite les spoilers en parlant de certaines théories, ça va être dur, donc si jamais j'en lâche une, tu me pardonneras j'espère. Donc on va commencer tout de suite par nos attentes. Qu'est-ce qu'on attend du final en tant que fan donc depuis longtemps. 26 ans. Ouais, moi ça fait 20 ans. Qu'est-ce qui te ferait plaisir toi comme finale? Une autre question, évidemment la résolution du problème avec Mr. C. Mais je pense que la fin s'achèvera sur un cliffhanger, même si c'est la dernière saison de Twin Peaks. Parce que Lynch a toujours voulu que ses téléspectateurs soient actifs pendant son visionnage. Il ne veut pas que le téléspectateur reste passif. Il envoie toujours des informations pour susciter un imaginaire continu. Ouais, c'est aussi ce que je pense. Déjà, par rapport à la saison 2, pour moi, ça a toujours été une des meilleures fins de série télé. Même si ça se finissait sur un cliffhanger, sur une fin ouverte qui appelait une nouvelle saison qui finalement ne pouvait pas arriver, et finalement est arrivé quand même. Donc là j'imagine exactement la même chose, c'est-à-dire vraiment une fin ouverte, un cliffhanger de fou qui laisse libre cours à notre imagination pour les 25 ans à venir. Et c'est vrai que aussi il faudrait quand même malgré tout régler l'histoire du Bad Cooper, de Mr. C, qui est donc la conséquence directe du cliffhanger de la saison 2, et qui est l'histoire qu'on nous raconte dans la saison 3. Donc il faut quand même que cet aspect des choses soit réglé. Il faut que Dale Cooper revienne à Twin Peaks de manière définitive. Oui, parce que c'est saison 3, c'est le retour. Donc le retour de Dale Cooper à Twin Peaks. Ce n'est pas que le retour de la série. Il faut qu'il y ait ça. Et aussi, il faudrait quand même que principalement les personnages secondaires trouvent quand même une résolution. Parce qu'il y a quand même beaucoup de personnages qui sont apparus comme juste pour le clin d'œil, comme par exemple Elle, Norma ou Nadine. Bon, ils étaient là, ils font un peu partie du décor, mais il y a quand même des personnages qui sont un peu plus centrés rattachés à l'intrigue principale, comme Bobby, Shelley ou Becky, et Steven, son mari. Donc ça serait quand même bien que ces personnages-là aient une vraie conclusion, je pense notamment à Bobby, qui a toujours eu une super évolution depuis la saison 1. Donc il faudrait qu'il y ait ça, qu'il y ait du rire, qu'il y ait de l'horreur. Du burlesque, de l'horreur, voilà. Et moi, ce que je m'attends, c'est quand même beaucoup à un épisode final qui se rapprocherait de ce qu'a été l'épisode 3, mais aussi avec des bouts de ce qu'a été l'épisode 8. Exactement, et avec un voyage métaphorique et allégorique beaucoup plus amplifié que celui qu'on avait vu dans le dernier épisode de la saison 2. Oui, qui était déjà énorme par rapport à l'époque. Par rapport à l'échelle des épisodes précédents. Oui. Donc là, maintenant que l'échelle a grandi, a complètement explosé, donc c'est vrai qu'on peut s'attendre à quelque chose d'encore au-dessus, quoi. Lynch nous a montré ses outils, et il nous a montré qu'il pouvait aller beaucoup plus loin. Et effectivement, ce final, il y aura sûrement un passage métaphorique, voire allégorique, dans ce genre-là, même si on n'est pas à l'abri d'une histoire dans l'histoire, comme avec le petit Cooper, le mini Cooper, cet enfant-là qui menait l'enquête, cette petite histoire dans l'histoire qui n'avait rien à voir avec la grande histoire. Tu parles de quelle histoire? Ce petit enfant-là qui regardait... qui enquêtait sur la voiture. Celui qui était en face voilà. de la maison témoin où Dougie avait garé sa voiture. Voilà, et où la voiture a explosé.
Oui, mais c'est vrai que souvent, avec David Lynch et Mark Frost, ils nous noient dans une foule d'informations, de scènes, sans qu'on sache vraiment qu'est-ce qui est rattaché qu'est-ce qui est pertinent par rapport à l'intrigue principale et qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc c'est vrai aussi pour les personnages, parce que par exemple, je sais pas moi, les détectives Fusco ou le patron de Lily Seven, on ne pensait pas qu'ils auraient une telle importance. Pareil pour les frères Mitchum. Donc on est souvent surpris finalement de se dire ces personnages-là qui semblaient anodins finalement ne le sont pas tant que ça, et l'inverse. Les personnages qu'on pensait super importants finalement ne le sont pas. Je pense notamment aux frères jumeaux de Jacques Renaud, Jean-Michel Renaud, qui finalement n'a été là que pour un clin d'œil, mais pas du tout pour amorcer une nouvelle. Je crois qu'il y a Windows 1 qui nous écoute, fais gaffe. Donc ouais, tous ces éléments réunis, déjà de toute façon pour moi la saison 3 elle est réussie. Donc je vois pas comment sur les 2 derniers épisodes Lynch pourrait se rater, vu que toute la grammaire qu'il a mise en place, moi elle me plaît, elle me parle, forcément il va continuer là-dessus. Donc les gens qui auraient pu détester ce final, finalement ils détestent déjà la saison dès le début. Donc c'est réglé. Donc c'est réglé, et à mon avis ils ont arrêté de regarder. Donc là-dessus on est tranquille. Et ouais, donc je pense que avec tous les éléments, tout ce qu'on a dit, je pense que c'est ce qui va se passer, qu'on va pas du tout être déçus. Un peu plus de musique. Un peu plus de musique de Angelo Badalamenti, t'as raison, bien. Ça serait pas mal. Bon, t'as pas vu l'épisode 16, donc je veux pas te spoiler, mais l'épisode 16 fait déjà monter vachement la pression. Donc voilà, pour moi je suis sûr qu'on va être... la semaine prochaine, on va être sans moi. Et oui, plus qu'un double épisode et c'est fini. Ouais, définitivement, ça fait bizarre. Hein. Donc ça sera pour la dernière fois, comme disaient les Chromatics. Hein. Donc c'est sûr, le problème de Mr. C sera réglé. Alors, surprise. Comment ? Qui va disparaître, finalement ? Oui, on sait. Est-ce que c'est Mr. C ou est-ce que c'est Cooper ? On sait pas. C'est vrai que ça serait une fin sacrément inattendue que finalement ce soit Mr. C qui ait l'avantage. C'est pas excluant. On sait et une fois le problème de Mr. C réglé, on a plus à craindre encore de la Dark Mother. Tout à fait. Qui est finalement la menace ultime, hein, qui est complètement... si elle arrive, c'est elle est à un autre niveau que Mr. C, ouais, que tout à fait. D'ailleurs, oui, Mr. C, un de sa motivation, c'était de la retrouver, justement. Donc, comme notre ami Dennis Hopper dans Blue Velvet. Mais c'est un autre style. Mais la motivation, c'est à peu près la même. Ce qui démontre que Lynch a de la suite dans les idées. Voilà. Qu'en fait, il garde les mêmes thématiques et il continue à les développer tout au long de son travail. Voilà, avec des façons différentes. Donc voilà, si jamais, je pense que donc il y a une porte ouverte, en tout cas que le final va être quand même le théâtre qui va permettre de régler le problème de Mr. C, mais aussi d'enrayer une catastrophe à venir, qui serait par exemple l'arrivée de la Dark Mother dans le monde de Twin Peaks. C'est un peu comme si quelque part un des enjeux d'un épisode serait d'empêcher l'apocalypse. Mais pour revenir à Twin Peaks, c'est comme si quelqu'un voulait aller empêcher le meurtre de Laura Palmer quelque part. Oui, là, est-ce que les personnages vont sauver le monde ou pas ? C'est ça. Et surtout qu'effectivement, ça met la vie de Twin Peaks à l'origine. Voir les mondes. Et voir les mondes, exactement. Ça met la vie de Twin Peaks et ses personnages vraiment dans la ligne de mire, en première ligne finalement, de cet apocalypse à venir. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Donc on verra ça la semaine prochaine. Donc en tout cas, moi je vous retrouve pour un live sur ma chaîne YouTube juste après, parce que je pense que j'arriverai pas à dormir, donc du coup la nuit va être longue. Et je pense qu'on va pouvoir passer à la suite maintenant. Et sinon, Carlos, il y avait aussi un sujet que tu voulais aborder par rapport à la grammaire cinématographique de Twin Peaks. Ah oui, donc c'est la première théorie que j'ai eue en regardant la série. La première fois que le générique est apparu, puisqu'il n'apparaît pas. Si, il apparaît dès le premier épisode. Simplement, dans le premier épisode, c'est le seul épisode d'ailleurs où il y a un pré-générique. D'accord. Cette lumière blanche, ce cercle blanc, pour moi, il évoquait l'oubli. D'autant qu'en plus, il se trouve devant la photo de Laura Palmer, que derrière, on voit la brune. Donc, quand j'ai vu ce générique, je me suis dit, tiens, pourquoi Lynch a mis ça ? Et je me suis dit, pour évoquer l'oubli, effectivement, Laura Palmer est morte il y a 25 ans, tout le monde a repris sa vie, tout le monde l'a oublié. Et de même, on a oublié Twin Peaks.
puisque c'était à 25 ans et que finalement Non, la vie a continué. pas moi je regarde la saison. La vie a continué sans Twin Peaks. Je regarde la série tous les 2 ans avec mon coffret Blu-ray et DVD. Et il se trouve que par la suite, effectivement, d'abord il y a eu cette preuve, ces pages arrachées du journal de Laura qui ont été oubliées. Donc il y a eu un élément oublié. Something is missing. Quelque chose manque. Oui. Donc il n'y avait pas le terme oublié, c'est un problème de la VF. Oui. D'accord. Bon, allons-y, continuons. Le fait, la réaction de Bobby au moment où il revoit les affaires de Laura Palmer. Il l'avait oublié. Voilà, il avait oublié toute cette histoire et tout d'un coup elle ressurgit, elle revient à sa mémoire. Et Ben Horn aussi. Ça lui revient en mémoire, il avait oublié Avec aussi la clé. avec la clé, etc. Voilà. Et oui, il dit ça me rappelle, oui, l'agent Del Cooper qui s'était fait tirer. Déjà, il commence déjà pas par parler de Laura Palmer, il dit mais c'est la chambre où il y avait Del Cooper, c'est le mec qui s'est fait tirer dessus. Et après, il embraye sur Laura Palmer. De même, Albert et Gordon. Cole qui disent bien qu'ils avaient oublié La séquence avec Jeffries. Jeffries, et ils se demandent tous les deux comment ils ont fait pour l'oublier. Oui, un truc comme ça marque pourtant. Hein. Un peu avant, on a aussi ce passage de cet homme-là, ce voyageur, ce chercheur William dimensionnel, qui a oublié ce qui s'est passé pendant la soirée. Et on a, au final, puisque moi je n'ai pas encore vu l'épisode 16, donc peut-être qu'il y a encore d'autres séquences dans ce genre-là, ce passage où Andy va dans le monde noir et où il revient, et où tout le monde a oublié ce qui s'est passé. Et où ils le disent. Ils ne se souviennent plus de ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, Del Cooper a oublié qu'il était Del Cooper puisqu'il est Doogie. Voilà, je voulais finir là-dessus, tu me voles le mot, mais donc le retour de Del Cooper n'est plus lui-même. On attend depuis le début de la série, on attend quoi? Depuis le début de cette saison, que Cooper redevienne lui-même. C'est ça. Ah, j'en profite pour dire que mon personnage que t'avais oublié dans la partie 1. Dans la partie 1, il s'agissait de Jerry qui rapporte Jerry Horn, qui amène un aspect absurde et qui devient un personnage, je vais pas dire redondant, mais familier, qui fait partie du show. On attend toujours, on se demande si on va le revoir ou pas. C'était un peu le cas déjà dans les 2 premières saisons, quand il ramenait du jambon ou du fromage ou des trucs comme ça, parce que là maintenant c'est de la drogue. Oui, mais là il est resté bloqué sur son même voyage. Il est resté bloqué. Ouais. Voilà, il est sur son même voyage et il m'a fait mourir de rire dans cet épisode. Voilà, donc c'est un truc que t'avais oublié. Voilà, c'est ce que j'avais oublié de dire. C'était le personnage que j'avais oublié. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on a tout dit? Ah oui, non, dès le 2e épisode, je me suis fait une réflexion en regardant Twin Peaks. Je me suis dit, tiens, qui mieux que David Lynch pourrait adapter l'univers de Lovecraft? Personne. Et j'en ai eu la confirmation dans l'épisode 8, où on voit la naissance de cette cosmogonie, puisqu'à la fois on est dans un monde indicible qui est autour de nous, un peu comme dans l'univers de Lovecraft, et qui utilise notre langage actuel, c'est-à-dire que les êtres fabuleux, les géants, les fées et autres, sont contemporains, sont dans des salons, sont en costume. Les démons portent des vestes en jean. Voilà. Tout à fait. Donc je crois que j'ai tout dit. Cette fois-ci, je crois que je n'ai rien oublié. Parfait. Donc, la dernière séquence de ce pré-bilan, ça va être de répondre à vos questions. Donc vous nous avez posé quelques questions dans les commentaires, donc en général j'essaye de répondre. Il y a certaines questions qui ont retenu notre attention, donc sur lesquelles on va pouvoir débattre un petit peu. Alors, première question, qui est derrière le cube en verre? Réponse. Vraiment, quelqu'un a posé cette question? Oui, quelqu'un. Oui, je trouve ça un peu bizarre aussi parce que la réponse est donnée dans la série. C'est pas grave. Évidemment, c'est Mr. C. Tout à fait. Pourquoi? Parce qu'on le voit dans une photo justement qu'a réussi à dénicher Tamara, où on montre Mr. C avec qui semble être un scientifique devant le cube en verre. Et comme on sait, en tout cas moi c'est quelque chose que je me disais dès le début, quand on disait voilà c'est un mystérieux milliardaire qui finance cette expérience, beaucoup de gens s'étaient dit c'est forcément Audrey qui est devenue riche et qui essaie de faire ça pour retrouver Cooper. Moi je m'étais dit moi je trouvais que c'était pas trop une bonne idée. J'avoue que c'était ma première idée, c'était soit Audrey, soit son boyfriend milliardaire qui jouait par Billy Zane. Voilà. Mais bon, comme il n'était pas dans le casting... Voilà, non mais...
Ça aurait pu être possible aussi, mais moi je m'étais dit, Au tout début, c'était ce que je m'étais dit avant, je ne sais pas. avant cette photo. Ah oui, alors cette photo. Mais en fait, moi, ce que je m'étais dit tout de suite, c'était quand on voit Duncan Todd à Las Vegas, il y a Roger, son assistant, qui vient le voir et qui lui dit « Ah là là, pourquoi vous laissez cet homme faire des choses, enfin, vous vous obligez à faire certaines choses ?» et que Duncan Todd lui dise « J'espère que tu ne croiseras jamais un gars comme ça dans ta vie ». Bon, bah, on avait deux choix possibles, soit c'était Mr. C, le plus probable, soit c'était Philip Jeffries. Et donc, comme on Donc, voyait... c'était évident que c'était Mr. C à Las Vegas, quand même. Ah, ça aurait pu très bien être Philip Enfin, Jeffries, on ne pouvait pas savoir. Oui. Parce que comme les deux, ils avaient l'air d'être deux mèches quand même à un moment, on s'était dit, bon, pourquoi pas, quoi. Et donc, à ce moment-là, donc on se dit, bon, bah, Duncan Todd a l'air d'être très riche, donc on peut très bien imaginer facilement Mr. C, il voulait extorquer des fonds pour en faire ce qu'il veut, quoi. Et que ce soit avec lui ou n'importe qui d'autre, d'ailleurs, parce qu'on a bien vu qu'il a mené une vie tumultueuse à travers le monde, où finalement, il a dû palper pas mal, quoi, pour remplir ses sombres desseins. Donc là-dessus, la réponse elle est claire, c'est Mr. C. Et pourquoi il a fait ça? Pour retrouver la Dark Mother, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Alors, deuxième question, qui est Naido? Je vais te laisser répondre. J'ai déjà répondu dans une de mes dernières vidéos. La théorie, c'était que ça pouvait être... Quel épisode? Alors, c'était l'épisode 14. Donc, allez voir la vidéo sur l'épisode 14. Ah non, l'épisode 15, je ne sais même plus. Là, je commence il est tard, je suis fatiguée. Soyez sûr, allez voir les deux. Ouais, c'est encore mieux ça. Donc Kenaido, donc j'ai déjà répondu dans cette vidéo, c'est pour moi, c'est possible que ce soit la fille de Babylon, qui est évoquée donc dans le livre de Mark Frost. Donc allez voir la vidéo, je vous donne les numéros de page, etc. pour aller voir toutes les informations. Donc c'est Babylon qui est donc une figure mythologique qui est issue principalement d'un écrivain anglais que tu connais très bien, Carlos. Je l'ai rencontré hier. Qui s'appelle Aleister Crowley. Alors Aleister Crowley, qui faisait, dans les années 70, il faisait figure de la base de l'occultisme pour la plupart des artistes du cinéma, de la pop culture. Notamment, ouais. Notamment Jimmy Page, qui a racheté le manoir d'Aleister Crowley et qui s'en est beaucoup inspiré pour sa musique. Il a vraiment subi l'influence d'Aleister Crowley, il a racheté des originaux des écrits, le manoir d'Aleister Crowley. Alors qui était-il cet Aleister Crowley? Alors, il semblerait qu'il y ait deux versions. Il y a ceux d'un côté qui prennent Aleister Crowley pour un chercheur, un découvreur de l'occultisme, et ceux qui le prennent pour un charlatan. Donc, dont Tamara Preston dans le livre de Mark Frost, elle dit que pour elle c'est un dingo, quoi. Voilà, parce qu'en fait, lorsque Aleister Crowley décrit son voyage mystique, autour de lui, ça a été interprété comme il était complètement défoncé. Et voilà, il a été retrouvé à moitié mort dans le désert. Et c'est très intéressant parce que cette théorie, je suis désolé de vous le dire, mais il n'y a pas moyen que ce soit autrement, c'est la théorie des 3 saisons de Twin Peaks. C'est la théorie la plus valable. Les femmes de Crowley étaient... Et par rapport à quoi? Les femmes de Crowley étaient des médiums écarlates. Tous les personnages qui ont des pouvoirs médiumniques sont habillés tout en rouge. Donc que ce soit dans le film ou le nain. Il y a d'autres éléments qui là ne reviennent pas. Oui, il y a le voyage de Jerry dans la saison 3. Oui. C'est curieux, ça pourrait faire penser à quelqu'un qui fait n'importe quoi. Et en même temps, il y a ce parallélisme avec les descriptions des opposants de Crowley de l'époque, qui montre qu'en fait ce phénomène qui a l'air de rien avoir à voir est complètement intégré dans l'histoire. Donc c'est assez bizarre, parce que c'était l'idée, moi, que je me faisais de... Quand tu m'as donné cette théorie, je me suis dit, oui, tout fonctionne. Et le fait aussi qu'il y ait des langages où il parle à l'envers, des choses comme ça. Oui. Et puis un problème de perception, effectivement. Et puis justement toute la mythologie, effectivement, tout était déjà présent dans le livre. Quand moi je me suis mis sur la théorie de Lilith par rapport à la Dark Mother, j'avais complètement oublié qu'il y avait ce passage-là dans le livre de Mark Frost. Effectivement, la figure mythologique de Lilith se rapproche un peu de celle qui est décrite avec Babylon. Voilà, mais sachant que là, on est vraiment sur le point de vue de Crowley, puisqu'on a la fille aveugle.
Oui. Donc on est vraiment dans l'interprétation de l'occultisme de Aleister Crowley. Donc oui, on peut dire clairement que Mark Frost et David Lynch sont inspirés donc, de cet écrivain-là. Qui a influencé de nombreux artistes dans les années 70, n'oublions pas. Il y a Grant Morrison, Alan Moore, etc. Voilà. Donc ils étaient jeunes à l'époque-là, quand c'est sorti, donc forcément... Et David Lynch. Et David Lynch. Et d'ailleurs, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Ah oui, tu avais aussi noté donc, une référence aux Beatles. Oui, donc il y a cette référence à A Day in the Life. Donc on a exactement le même texte que le pont de Paul McCartney sur cette fabuleuse chanson de l'album Sgt. Pepper. Si vous ne connaissez pas, il est temps de l'écouter. Ce qui est curieux dans cette chanson, c'est que seule la musique évoque le rêve. Donc c'était une citation de Freddie, en fait, qui discutait avec James quand il travaille à l'hôtel du Grand Nord, et c'est lui, il évoque cette chanson, il cite un peu... c'est dans son texte, c'est son texte. C'est son texte. Voilà. Et donc c'est là où on lui remet, où on lui prédit qu'il va avoir un grand magique et qu'on lui demande d'aller le chercher. Donc c'est sa quête dans notre monde contemporain. Et donc dans cette chanson, il y a ce questionnement sur... c'est un jour dans la vie, A Day in the Life, mais est-ce que finalement, à la fin, les protagonistes qui chantent, donc McCartney et Lennon, meurent, ou est-ce qu'ils s'éveillent? Sachant que il y a l'évocation de l'arrivée dans un rêve par McCartney, mais le rêve est purement musical dans ce morceau. Donc on est complètement dans une thématique... qui est complètement liée à cet épisode, puisque c'est le même épisode où il y a, me semble-t-il, le rêve avec... avec David Lynch, à Paris. Voilà, le rêve à Paris. Donc la question c'est, la vie est-elle un rêve? Enfin, la vie est-elle un songe? Qui est finalement dort et qui ne dort pas? Et est-ce qu'à la fin de la chanson, l'éveil, c'est la mort? Tout à fait. Donc il y a complètement toutes les thématiques de la saison 3 et voire de la série dans son ensemble. Donc écoutez cette chanson et faites attention à cette note qui est anormalement longue et qui achève, cette note au piano qui achève le morceau, qui justement est une note en suspens. On est en suspens entre est-ce qu'on va s'éveiller ou est-ce qu'on meurt. Et ce qui rappelle peut-être aussi quelques passages des chansons des musiques de Angelo Badalamenti. Oui, aussi. Bon, la référence au Fireman qui était un clin d'œil peut-être sûrement à McCartney qui a fait un groupe d'électro dans les années 90 qui s'appelait The Fireman. Et sinon, alors, autre question qui, moi, est un petit peu une déception, c'est où est donc passé le livre du Major Briggs, qui est donc le livre de Mark Frost, où donc en juillet 2016, 2 agents du FBI qui ne sont pas nommés, enfin leur nom est censuré, retrouvent un dossier près d'un cadavre qui serait lié lui-même à un autre cadavre trouvé en 1991, sans qu'on sache pourquoi. Donc le contenu de ce dossier est confié à Tamara Preston par Gordon Cole pour qu'elle enquête sur ce dossier, qu'est-ce qu'il veut dire, et surtout qui a assemblé tous les documents qui s'y trouvent. Bon, il s'avère que c'est le Major Briggs, on découvre que c'est le Major Briggs qui est l'archiviste, on le découvre à la fin. Et donc on se disait, cette histoire de cadavre de 91, de 2 agents du FBI qui trouvent un autre cadavre, on s'était dit que ça allait nous teaser des éléments de l'intrigue. Ce serait forcément intégré. Ce serait forcément intégré, et en fait pas du tout. Pas du tout, alors du coup pour moi c'est une petite déception parce que justement on rate un peu le coche de l'œuvre transmédia. Parce que finalement, ce livre et justement le dossier rassemblé par le Major Briggs aurait très bien pu fonctionner sans ce petit teasing qui finalement ne sert à rien, à moins que ce soit justement des petites graines qui soient semées pour une éventuelle saison 4. Oui, parce que par exemple, Dale Cooper, Ma vie, mes enregistrements, n'a été intégré que dans la saison 3. Tout à fait. Les éléments de ce livre ont été intégrés que dans la saison 3. Ensuite, il y a des éléments flagrants, puisque lorsque... Je vais juste parler du début, je ne vais pas raconter tout le bouquin, sinon... lorsque l'un des protagonistes au début du livre, en 1805, me semble-t-il, c'est ça, passe dans le monde noir un 1er octobre. Oui. Ce qui correspond à la date... La date qu'on voit dans la saison 3 avec la lune noire, tout à fait. Toi, ça c'est ta théorie, la lune noire. En tout cas, c'est bien la date du 1er octobre. Ouais. Ensuite, les Tremont, grand-mère et petit-fils, bon ou mauvais? Et quitte du symbole de l'animal derrière le masque dans le film. Effectivement, dans le film, il y a un singe qui se trouve derrière le masque. D'ailleurs, un singe où à la fin du générique du film, on entend le nom de Judy.
Alors les Trémontes, grand-mère et petit-fils, bah, j'avoue que je ne sais pas quoi en penser. Alors, il semblerait qu'ils fassent partie de ces humains qui, à travers leurs recherches occultes et magiques, accèdent aux dimensions parallèles, Qu'est-ce qui te fait dire ça? puisque l'enfant est au rendez-vous. Le rendez-vous où... Et la grand-mère aussi. L'enfant... Ah, la grand-mère y est Les également. deux y sont. Alors, la grand-mère, elle semble y être par l'entremise de l'enfant, C'est pas certain. puisqu'elle présente son enfant, son petit-fils, en tant que magicien, dans Oui. la saison 2. Oui, mais ça veut rien dire. Mais je ne me souvenais pas que la grand-mère y était. Si, elle y est. Je me souviens que lui, il y était, et qui fait un passage d'ailleurs dans la réalité, et aussi dans le, Oui, dans parce le monde que noir. les deux, hein, la grand-mère en fait, puisqu'elle offre le cadre à Laura Palmer sur le parking de Ah oui, WR. c'est vrai. Donc là-dessus, bon, moi je sais pas trop quoi en penser. J'avoue que ces deux personnages-là restent plutôt mystérieux. De même que le Jumping Man qu'on a pu apercevoir dans l'épisode 15. Oui, il y a la question aussi de est-ce que c'est des bons ou des mauvais? Non, ce sont juste des personnages qui évoluent dans un autre univers. Je pense qu'ils ne sont pas vraiment bons Voilà, ou vraiment mauvais. je pense que la notion de bien et C'est mal beaucoup plus est vraiment compliqué. très floue. Ils ont leurs propres intérêts et ils évoluent en fonction de leurs propres intérêts. Tout à fait, c'est ce que je pense. Ils Et ne sont d'ailleurs, pas forcément des bienfaiteurs ou des destructeurs. c'est peut-être c'est beaucoup plus complexe. même possible que ce soit le cas également pour les hommes des bois. Oui. Tout à fait. Pour l'instant, on en sait Les pas. bûcherons noirs, Les bûcherons noirs. comme je les appelle. Ouais, c'est pas des bûcherons, c'est des hommes des bois. D'accord. Bah oui, parce que le géant, c'est pas un pompier, c'est un homme du feu. Donc Oui, d'accord. voilà. Il y a une logique Les par rapport à Bullmen, ça. ouais, ok. Alors le prochain point, Caro, je vais te demander de quitter la pièce parce que ça parle de l'épisode 16 que tu n'as pas vu. Donc pour éviter de te spoiler, Oh, la honte. C'est quoi? là, Moi j'ai ma réponse avant l'épisode 16. bah, vas-y, Parce qu'on en avait déjà parlé. balance ta réponse. Peut-être que tu l'as déjà dit Je ne sais plus. dans tes nombreuses théories. Donc, ce qui était étrange, c'était cette relation entre Audrey et son mari. Donc, pour moi, il était évident, à un moment donné, vu l'écho et la reprise, faites attention à ces scènes-là, avant l'épisode 16, et la reprise du questionnement du mari sur Audrey, qui passait son temps à répéter ce qu'elle disait, à la re-questionner. Pour moi, ce n'était pas son mari, c'était son thérapeute. Et la théorie, pour moi, jusqu'ici, je n'ai pas encore vu l'épisode 16, on ne peut pas être partout, pour moi, la théorie, c'était qu'Audrey était dans une clinique ou en train de suivre une thérapie. Et que cet homme n'était pas son mari, mais son thérapeute. D'ailleurs, il a plutôt le look d'un thérapeute. Voilà. Et il essaie de mettre en place pour elle un cadre avec les interdits, les possibilités. Un scénario thérapeutique. Voilà, un scénario thérapeutique dans lequel il essaie de la cadrer. Tu as bien fait de dire, parce que ça me semblait tellement évident que je n'ai pas précisé. Sur ce, je m'en vais. Donc, que se passe-t-il avec Audrey? Donc, comme on l'a vu dans l'épisode 16, Diane est un tulpa. Donc, il est fort probable que Audrey en soit un également dans la réalité. Pourquoi je dis dans la réalité? Tout simplement parce que si la Audrey qui nous a été montrée est coincée quelque part dans le coma ou dans une loge ou peu importe, il est possible qu'un tulpa à son image pourrait l'avoir remplacée dans la réalité. Une Audrey que nous n'aurions pas encore vue. En tout cas, pas vraiment. En effet, dans l'épisode 16, nous avons vu que Diane disait qu'elle avait été violée par Mr. C, tout comme Audrey. Et surtout, elle dit également comme Audrey qu'elle n'est pas elle-même. « Je ne suis pas moi », affirmera-t-elle à Gordon. Audrey disait ça, elle, à Charlie quelques épisodes plus tôt. Il y a clairement donc une relation entre ces deux personnages, très proches de Cooper à leur façon. Nous l'avons vu dans la vidéo de débrief sur l'épisode 16, un tulpa est une entité spirituelle du bouddhisme tibétain, créée par la force de la volonté de son invocateur, et forcée à se manifester dans le monde physique. C'est une forme de conscience autonome et indépendante modelée à partir de la simple volonté psychique de son créateur. Elle possède pourtant les mêmes capacités intellectuelles et les mêmes émotions, envies, motivations que son créateur. Nous en avions déduit que si Diane était un tulpa, la vraie Diane était soit morte, soit retenue quelque part. Étant donné que Diane nous a appris qu'elle avait été emmenée par Mr. C dans le Convenience Store, on peut imaginer que si elle est vivante, elle est sans doute retenue dans une des loges ou une zone quelconque. Dans la série, nous aurions donc suivi la copie de Diane et non l'original. Avec Audrey, cela serait le procédé narratif inverse. Nous verrions la vraie Audrey captive d'un autre plan, mais tout en étant connectée avec ce qui se déroule autour de son tulpa. Diane nous dit qu'elle se trouve au département du shérif. Mais c'est bien Naido qui s'y trouve. Comme nous l'avons vu dans ma vidéo ensemble, précédente, il est possible que Diane soit liée à Naido, qui d'ailleurs pourrait être liée à tous les autres tulpas d'une certaine façon, comme si c'était une sorte de source venant de la zone pourpre. Ce qui rappelle
je parle de la zone pourpre, ce qui rappelle l'ambiance à la Roadhouse lorsque Audrey effectue sa danse. Il est possible également, comme le pensent beaucoup de personnes, qu'Audrey soit dans le coma, et que la plupart des scènes situées à la Roadhouse soient Audrey qui entend des conversations autour d'elle d'infirmiers ou médecins, et qui entendrait aussi des chansons à la radio, ce qui expliquerait toutes les stars qui défilent au Roadhouse. Quoi qu'il en soit, les tulpas sont une clé de cette saison. Ils font d'ailleurs écho à ma théorie du troisième monde et quatrième mur, que j'explique depuis ma toute première vidéo, car après tout, les personnages d'une fiction télévisée sont bien une sorte de tulpa pour la projection mentale de l'imagination des scénaristes. Si Audrey est une tulpa, la vraie question serait alors qui l'a créée et dans quel but. Donc, merci à tous de nous avoir suivis pour ces 2 vidéos de pré-bilan de la saison 3. On espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait vraiment plaisir de faire toutes ces vidéos, même si à la base, c'était pas prévu. Je vais juste en profiter pour vous dire quand même qu'on est auteur de bande dessinée et qu'on travaille sur un projet qui s'appelle Zone 57. Donc voilà, c'est une bande dessinée qui se passe à Metz avec des extraterrestres, c'est une comédie science-fiction et le prochain numéro va sortir normalement au mois de décembre. On est en train de travailler dessus. Donc si vous avez bien aimé ce qu'on a fait, peut-être que vous aimerez bien ça. Vous aurez les liens en tout cas dans les commentaires pour savoir où vous le procurez. C'est bon, tu peux le ranger maintenant. Donc on vous souhaite à tous un très bon final de la saison 3 de Twin Peaks. Et puis on vous dit peut-être à bientôt. Peut-être.